Gagner à vendre son âme, partie 4. L'affichage répétitif d'une posture d'autorité condense en partie les lois de l'aérodynamique. La pesanteur ne connaissant ni contrainte ni limite, son calendrier impose ses échéances. Laisser son pilote automatique filer à plein régime augmente la couverture géographique et accorde les agendas. Le bon angle préfigure le schéma d'ensemble et synthétise les idées forces. Sans être pétri de certitude, chacun est concentré sur sa tâche, comblé par le moment d'exception qu'il vient de vivre. Être post-restante fait injure au système. Quand on place la réussite comme idéal, le ciel s'éclaircit à nouveau, dans le plafond logent les pépites. Quand on pose les pieds sur un ouvrage qui insiste sur la hauteur du point de vue qui mêle complément d'âme avec suite interminable de bisbilles, le coût de la transaction se facture à prix d'or. Un mot mal placé, une pensée divergente, un écart de conduite peut réveiller une guerre fratricide. Se hisser au plus haut de la définition demande un sens de l'abnégation proche de la métamorphose. Ceux qui ont la tête dans les étoiles ne peuvent naviguer en hors-bord. Quand la greffe ne prend pas, la peau n'arrive pas à cicatriser. Elle n'est plus capable de maintenir en l'état les différentes couches qui la composent. Elle souffre. La douleur est intense. On est dans la souffrance. Et quand on est dans la souffrance, il faut être convaincu qu'on a mal. Le corps doit crier son mal-être, être envoûté par les lames de désespoir qui défigurent la mâchoire. Une douleur silencieuse n'est pas une douleur, c'est un non-dit. Une vraie douleur se partage tous azimuts. Elle s'apprécie convivialement comme le premier rapport. Si tu n'as pas révélé où, quand, comment, dans quelles conditions l'affaire s'est conclue, tu n'es pas intégrable. Ton exponentiel n'est pas gérable. Pour toucher les sensibilités contemporaines et tomber dans le sentimentalisme prépubère, l'apprenti chevalier doit s'aventurer sur le territoire de l'apitoiement généralisé et balancer des jets d'eau à travers les yeux, goûter à torrent. L'opacité du cristallin réveille les zones d'ombre qui apparaissent à contre-jour. La chorégraphie variant du grand écart ou triple saut, on compatit. Les larmes sont un gage d'authenticité. Elles gagnent le fort intérieur, brisent le pont-levis et ouvrent les écoutilles. Quand le mouvement est en hausse, il crée des bénéfices. En baisse, il laisse les parties sèches, aussi rabougries que des figues. Avec ou sans petit oiseau, les espèces confinées en vase clos apportent à la canopée une fraîcheur insoupçonnée. On ne ferme pas la porte à une entrée. À la pointe du l'armament existe une porosité ambiante qui permet l'agencement d'une formulation originale. Ce que tu verses maintenant, tu le récupères plus tard par capitalisation. Un pécule pour les peines futures. Ce que tu déverses par les yeux, tu le récupères par la bouche. Elle apporte la caution nécessaire à une bonne gestion du patrimoine larmoyant. Tu peux larmoyer à ta convenance, selon tes disponibilités. Tu verses pendant que tu es jeune et tu vis heureux le temps qu'il te reste en dépensant tes liquidités. Le fait de se vider crée un immense soulagement qui allège et décore les bas-reliefs de ton trône. Toute cette richesse que l'on a en soi et dont on ignore l'existence montre que ça peut repartir du jour au lendemain, dans la seconde qui suit. Il faut garder espoir. Tu peux tout verser, en verser un peu ou ne rien verser du tout. Et plutôt que d'en verser un peu, mieux vaut ne rien verser. La rétention est beaucoup plus parlante que le déversement. Le dépôt ainsi suscité à la surface de l'épiderme se cristallise en une manne qui enflamme l'appétit des indicateurs émergents, les traqueurs de peine. Le pleur vit une véritable cure de jouvence. Au petit matin, tu es propre comme un sous-neuf. Comme il apparaît en Pereika, affiché, exhibé jusque dans les recoins les plus inavouables, sa propre quintessence peut susciter une certaine gêne, mais pour un traqueur de peine, cela va de soi. La cinémathèque du pétage de plomb restaure les fusibles les plus atteints.
Ses heures ne sont pas comptées. L'industrie du rafistolage a encore de beaux restes devant elle. Sa rémunération est fonction du degré d'empathie affiché au compteur. Le problème avec les évidences, c'est qu'elles n'ont jamais été prouvées. Cela va de soi. Bien au contraire, il ne faut surtout pas stigmatiser la profession. Une peine de trop, une peine mal placée, arrachée par inadvertance, et le cours de la conjoncture personnelle chute de façon vertigineuse. Dégradation des cotations, coût de financement trop élevé, assèchement du risque, et pour enfoncer le clou, faillite. La peine tombe dans une spirale infernale. Agissant comme un correcteur de trajectoire manifeste, son tracker vit en état de perpétuel inachèvement. Quand 75% de la canopée est autocentrée périphériquement, ces agents mutatifs développent un égoïsme local qui bouleverse le patriotisme économique. Chiffres et graphiques à l'appui, les études montrent qu'un effeuillage sans sens de gravité, manquant de luxuriance, handicape un avenir déjà incertain. Le jeune pouce est immature, il pousse par les deux bouts. Le monde intérieur est peuplé de dangers particuliers. Un lieu de régression voué à toutes les turpitudes, et qui mieux qu'un chevelu nouvelle génération, un microcéramide de la tignasse, un coach de la repousse pour épaissir les zones d'ombre et remettre à flot une virilité qui chancelle. Du désert de Jussieu à la Marc-Antoine de Mongolie, en passant par Katmandou et Saint-Jacques de Compostelle, le chevet préoccupe. Un mâle en cours de désertification n'est plus un mâle, ni une femelle d'ailleurs. Il s'agit d'un entre-deux, d'un trait d'union. Le poil représentant la suprématie de la jante masculine sur la jante féminine, le pneu de l'homme se doit être plus érectile que celui de la femme, affichant sa tenue de route impeccable, en phase avec le dénivelé.